Rav Shaul Silam, bonjour, Boker Tov. Shalom Daniel. Merci d'être venu ce matin dans notre studio à la veille de cette paracha de Toldot. Nous allons en parler dans quelques instants, mais avant tout, nous vous avons sollicité parce que pour vous et pour votre association, une grande journée se prépare au début du mois de décembre, le 10 décembre, très exactement. C'est inscrit derrière nous. 10 décembre, 12 qui se lève, c'est la soirée de gala de vos institutions, Dat Menachem. Alors vous allez nous dire un mot sur ces institutions. Alors, Dat Menachem, on peut dire que la base de Dat Menachem, c'est une yeshiva pour étudiants francophones qu'on a ouvert il y a 8 ans. Autour de cette yeshiva, il y a énormément d'actions, des cours, des diffusions sur Facebook, des personnes comme ça d'un deuxième cercle qui viennent à des cours pour grand public. Dans notre yeshiva qui est située à rue Rapaport numéro 8. Mais en dehors de ça... Pas loin de Mehacharim, entre Mehacharim et le quartier de Shmuel HaNavi. C'est ça, c'est au quartier Beth Israël, pas loin du Stibler de Beth Israël, entre Mehacharim et... Alors on a un beau bâtiment comme ça de 3 étages, où étudient donc une trentaine d'élèves, mais autour donc de cette yeshiva et du Machon Smicha, où on prépare des élèves déjà avancés aux examens de l'Arbenut Harashit, et en Issur Ve'eter, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec la cacheroute. On a une trentaine d'élèves donc entre ces deux programmes, mais il y a aussi toutes sortes de cours qui sont donnés pour le grand public en soirée, des cours qu'on diffuse aussi sur Facebook et autres moyens de communication, mais il y a aussi toute une aide au public francophone. Une aide... y compris en matière d'intégration, d'arrivée pour des Olim, Hadashim ou des gens qui viennent s'installer. Pour ça, on les envoie à Kalita en général, oui. Mais c'est aussi une aide de les envoyer à Kalita. Oui. Mais c'est vrai que non, il y a beaucoup d'aides. Il se trouve que j'ai enseigné et j'enseigne dans pas mal de lycées francophones en Israël. J'ai enseigné au lycée français, je suis prof de physique avec Formimon maintenant. Donc je suis en rapport avec pas mal de francophones et puis donc j'ai aussi la possibilité directe de le mettre en rapport avec telle ou telle autre institution. Mais comme je vous dis, il y a aussi donc une autre aide, que ce soit Shidurim qu'on fait malgré nous même parce que il y a de la demande. Ça c'est une aide importante. Oui. Et puis des roupotes aussi, je veux dire, on marie des gens puis bénévolement. Donc voilà, on essaye d'aider quoi. Voilà. Et donc c'est votre gala et toutes les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent sont invitées à venir participer à ce gala s'ils le souhaitent. Absolument. Donc c'est au salon The Mill et le moulin, c'est pas le moulin. C'est au centre-ville, à côté de Echal Shlomo, pas loin. C'est ça, 8 rue Ramban. À l'entrée de Rechavia, on va dire. À l'entrée de Rechavia, absolument. Pas loin de Kikar Tzarfat, voilà. Absolument, c'est donc mardi soir dans un peu moins de 2 semaines, et à 8h. Et donc tout le monde est convié à venir nous encourager à ce gala. Ça sera intéressant, à tout niveau. Alors, en dehors de cette action que vous menez, nous voudrions avoir de votre part un mot sur la paracha de cette semaine, la paracha de Toldot, une paracha extrêmement riche, comme on va dire toutes les parachiotes du Sefer Bereshit, en particulier. Alors, quel est l'enseignement qui vous a interpellé plus particulièrement et que vous voudrez nous livrer ? Il y a un grand symbole dans les parachiotes du livre de Bereshit. On voit des puits comme ça un peu partout, mais on peut dire qu'on arrive à un niveau de puits le plus élevé avec Yitzhak Avinu. Alors ici, on a Yitzhak Avinu qui non seulement recreuse les puits qui ont été creusés par Abraham et puis rebouchés par les Plishtim, mais en plus, il y a 3 nouveaux puits, et puis avec une grande... et on peut dire que la paracha, elle prend du temps comme ça, elle s'arrête sur les noms des puits, et puis le Ramban leur fait tout un symbolisme ici qui est extrêmement important. Pourquoi s'attarder aussi avec autant d'insistance sur cela ? Parce qu'en réalité, ces 3 puits, nous dit le Ramban, qui s'appellent Essek, Sitna, Rechovot, ils symbolisent les 3 Bati Hamikdash. Alors, Essek, c'est la querelle, le premier Bati Hamikdash, il y a eu beaucoup de querelles, et puis Sancheriv, et puis il a été détruit par Nebuchadnezzar en fin de compte. Le deuxième, Sitna, c'est la haine. C'est aussi en rapport avec le deuxième Bati Hamikdash, le deuxième Bati Hamikdash qui a commencé avec le mot Sitna, même on le retrouve dans le livre de Ezra, avec les enfants de Haman qui avaient écrit un pamphlet, un Ktav Sitna, pour empêcher cette construction. Puis après, pendant tout le deuxième Bati Hamikdash, il y a eu les Grecs, et jusqu'on arrive aux Romains qui détruisent finalement. Et puis on finit avec Rechovot, le troisième Beth Amikdash, et là Rechovot, donc c'est la largesse, c'est celui finalement qui a Yitzhak, c'est à gain de cause, les Plishtim
qui s'était querellé avec lui pour le premier, pour le deuxième. Et finalement, là, il le laisse avec ce puits. Et donc, ça symbolise le troisième Beth Amikdash qui sera vraiment éternel. Alors, au-delà des 3 Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est le puits? Qu'est-ce que ça symbolise, ce puits? Alors, ce qu'il y a de spécial dans le puits, c'est qu'il y a un mélange de deux choses. Hein, parce que quand on parle de purification au traité Mikvaot, alors vous avez la possibilité de creuser un trou puis d'apporter de l'eau extérieurement. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le mayan, c'est-à-dire une source vive. Et dans le puits, on a un peu des deux. C'est-à-dire, dans le puits, on est en train de creuser, et on creuse, on arrive aux nappes phréatiques, et puis finalement, il y a quelque chose qui va jaillir du bas. C'est-à-dire, le puits, il y a la possibilité donc de rajouter de l'eau, on va dire d'en haut vers le bas, et la source, c'est quelque chose qui vient du bas vers le haut. Il y a une différence. Disons comme ça, je ne parle pas tellement de la possibilité de rajouter de l'eau de l'extérieur, comme sur le fait qu'il y a un effort qui a été fait. Parce que bon, on a des sources naturelles, on n'a aucun effort à faire. Ouais. Mais dans le puits, on a le côté effort que l'on trouve dans un mikvé qu'on va construire, parce qu'on doit creuser pour arriver au puits. Mais d'un autre côté, contrairement à un mikvé où on rapporte de l'eau de l'extérieur, ici dans le puits, on va creuser, finalement ça va jaillir d'en bas. Et ce mélange entre les deux, finalement, c'est ça tout le Beth Amikdash. Ouais, quand on parle du Beth Amikdash, on parle du temple. Ce qui est important, c'est de comprendre que sous les Mikdash de Shachanti Betocha Memachet dans Trouma, vous me ferez un sanctuaire dans lequel je résiderai. Donc il y a un mélange des deux. C'est vous qui devez travailler, et le fruit du travail, finalement, c'est Shachanti Betocha Kadosh Baruch Hu, que l'on découvre après le fruit de notre travail. C'est la rencontre entre Akadosh Baruch Hu sur terre et les hommes qui veulent essayer de s'élever vers... Après le travail de l'homme. Après le travail de l'homme. Parce que quand on parle d'Avraham Avinu, il y a beaucoup de choses gratuites. Avraham Avinu, c'est le chesed. Yaakov aussi, c'est de la rachamim. Mais chez Yitzhak Avinu, ce qui représente le gvura, le din, je prends souvent l'exemple. Je suis aussi prof de maths physique. Un prof de maths comme ça qui fait énormément d'exercices. Alors il donne énormément. Puis il y a le prof comme ça qui prend un peu de recul. Et puis il va essayer surtout de mettre en défi les élèves. Il va les mettre sur la voie, mais il ne va pas leur donner directement la solution. Alors en général, il faut des deux évidemment, pour mieux comprendre. Alors je pourrais présenter ça comme deux profs, mais et finalement ça c'est Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est pas celui qui nécessairement va tout donner, mais il va inciter finalement l'homme à trouver de lui-même. Au point où au traité de Shabbat, on nous dit la Gemara qu'en fin de compte, à la fin des temps, on dira Yitzhak Avinu ki ata Avinu. C'est qu'on reconnaîtra que beaucoup plus que Avraham et Yaakov Avinu, on dira que Yitzhak, c'est celui finalement qui nous a aidés, parce que c'est celui qui nous aide à travailler, qui nous aide à faire de nous-mêmes nos pas. Et c'est lié avec son statut tout à fait particulier de celui qui a été au cœur de la Hakeda, qui n'a pas été sacrifié, mais qui est au Lat Mima, on va dire. Oh, absolument. Parce que là aussi, on voit beaucoup de Gvura, quoi. Je veux dire, la Gvura, qu'est-ce que c'est? La Gvura, Ezeo Gibor, Akovash et Titzro, la Gvura, c'est savoir se retenir. Si le chesed, c'est le fait de donner, la Gvura, c'est savoir se retenir, savoir ne pas. Et puis là, savoir se retenir pour se faire émouler, évidemment, c'est une Gvura qui est au maximum possible. Et là aussi, Yitzhak qui va se retenir, qui va se mettre un peu en arrière pour nous donner la possibilité de travailler. On peut prendre ça au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, finalement, dans la galoute, se cache, c'est aussi de la Gvura. Alors on a le moment du Beth Amikdash où Akadosh Baruch Hu est présent de façon claire. Mais pendant la galoute, c'est là en réalité qu'on arrive à sortir le meilleur potentiel de nous-mêmes. Et cette Gvura, c'est finalement un bien. Et c'était aussi peut-être, et je vous pose la question, est-ce que peut-être aussi le fait que Yitzhak, on le sait, c'est le seul des trois avots qui n'a jamais quitté la terre d'Israël, c'est-à-dire ni Abraham ni Yaakov ne sont restés durant toute leur vie sur la terre d'Israël. Est-ce qu'il fallait d'une certaine manière cette présence, seulement lui est capable de creuser ses puits, de rouvrir ses puits, et donc d'être le symbole, seulement lorsque un homme qui est resté sur la terre d'Israël et a la capacité peut-être de construire les trois Beth Amikdash, en particulier le troisième. Absolument, je dirais ça dans les deux sens. Non seulement uniquement quelqu'un qui est en Eretz Israël et peut faire ce travail, mais je dirais même ça dans l'autre sens. C'est-à-dire uniquement quelqu'un qui a ses capacités peut être en rapport avec Eretz Israël. Eretz Israël, on sait qu'il y a Niknet, bébé Issourine. Et pour ça, faut avoir de la Gvura, quoi. Je veux dire, il y en a beaucoup qui veulent faire leur alia, puis finalement, et qui ont peut-être pas le courage, et puis qui font pas le pas. Il faut un courage. Alors en réalité, il y a des nissim incroyables. Mais il faut savoir faire le pas, et c'est ce que fait ici Yitzhak. Il a peur de rien.
Et, ouais, c'est ça veut dire que là, vous nous donnez une image d'Yitzhak Avinu qui est bien plus active que le sentiment que l'on peut avoir, y compris même dans la paracha, parce qu'on a l'impression souvent que Yitzhak Avinu n'est pas quelqu'un qui va au devant, qui agit en creusant justement ses puits. On le voit souvent passif, on le voit passif dans la confrontation entre Yaakov et Esav, on le voit passif face à son épouse Rivka, on le voit, on sait qu'il est presque aveugle. C'est-à-dire, il y a pas un paradoxe entre ces deux aspects de la personnalité d'Yitzhak? J'entends, à mon avis, il y a Yitzhak par rapport à lui-même et Yitzhak par rapport aux autres, le message qu'il va donner. Ouais. Yitzhak par rapport à lui-même, évidemment, il exige de lui-même le maximum. On voit ça à l'Akedah, il avait quand même 37 ans et donc... et dire qu'être passif quand on va marcher comme ça des kilomètres pour se faire immoler et qu'on a compris le truc, c'est un courage extraordinaire. Mais c'est vrai que Yitzhak, par rapport à l'entourage, il a une certaine passivité, mais en réalité, il veut nous laisser la possibilité, il nous dirige, un peu comme à Kadosh Baruch Hu, on pourrait dire qu'il est passif pendant la galoute, il n'est pas passif. Ouais. Il se cache, il est à côté, il regarde et il nous laisse avancer. C'est ça justement, quand on parle de Gvura, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il paraît passif, mais en réalité, il est là, un peu comme un enfant qui se cache comme ça pour voir ce que son bébé fait, mais en réalité, il est aux aguets. Ça, c'est Yitzhak. Eh bien, il y a une autre idée que vous vouliez développer avec nous? On peut parler jusqu'à la semaine prochaine. Mais, oui. Mais en fait, c'était effectivement extrêmement important de parler, d'insister donc sur ce sentiment sur ce caractère de Gvura de Yitzhak Avinu. Merci beaucoup, Rav Shaul Silam, d'être venu dans nos studios. Et je rappelle donc le gala de vos institutions d'Ad Menachem, le 10 décembre à 19h30 au 1000, c'est-à-dire à la Tachana, c'est-à-dire Rehov Ramban Shmone à Rechavia, donc quartier de Rechavia, juste à côté de la Kikar Tzarfat et de l'hôtel Me'am Lachim, c'est juste à côté. Et on invite tous ceux qui souhaitent participer à y participer, à aider les institutions de Dad Menachem. Oui, il y a un repas gastronomique, la musique avec pas mal d'intervenants de classe. Alors, on va faire de la publicité là maintenant dans la semaine qui vient. Participation, 150 shekels par personne et 250 pour un couple. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est moins que le repas. Voilà, bien entendu. Merci beaucoup, Rav Shaul Silam, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda, Rav Daniel. מקדש השם